Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6'1" since that matters. And what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Au cœur de la nuit du samedi 8 septembre 1888, alors que les rues de Whitechapel sommeillent encore, John Davis, un voiturier matinal, émerge de son domicile au 29 Hanbury Street. Mais son trajet vers le travail est interrompu par une macabre découverte le long de sa palissade. Un corps inerte gît dans l'obscurité. Une femme dont le visage est maculé de sang. Sa gorge est tranchée. Un foulard rouge semble tout juste maintenir la tête au corps. Les intestins sont sortis du corps, ajoutant à l'horreur du spectacle. Le voiturier est terrorisé et appelle à l'aide alors que les premières lueurs de l'aube percent l'obscurité. La police arrive sur place quelques minutes plus tard et découvre cette scène surréaliste. 2 crimes violents en tout juste une semaine. Il est temps d'appeler du renfort auprès de Scotland Yard. C'est ainsi que Frederick Aberline, inspecteur en chef au célèbre siège de la police londonienne, entre en scène. L'inspecteur, prévenu par télégramme, est détaché à Whitechapel pour enquêter sur l'affaire, et plus largement sur les meurtres de prostituées qui ont eu lieu ces derniers jours. Frederick Aberline, fin limier qui connaît Whitechapel comme sa poche, accompagné par le détective George Godley, se rend ainsi sur le lieu du crime, qui n'est situé qu'à quelques centaines de mètres du lieu où l'on a retrouvé Marianne Nichols 8 jours plus tôt. À quelques kilomètres de là, alors que le soleil se lève à l'horizon, Thomas Harding dort encore lorsque quelqu'un tambourine à sa porte. Il se réveille et se lève à la hâte, s'habille et ouvre. Il s'agit de l'inspecteur John Spratling, qui est complètement essoufflé. Il se contente de dire à Thomas « Il a recommencé ». Le journaliste a compris. Pour qu'un inspecteur de police vienne le voir à l'aube, c'est que quelque chose de grave s'est produit. Les 2 hommes se mettent rapidement en route vers la scène du crime. Ces 8 derniers jours, le journaliste et l'inspecteur sont restés en lien pour l'enquête sur l'affaire Marianne Nichols. Le meurtre de cette femme a secoué toute la ville. De nombreux journaux ont relayé le calvaire qu'a subi la victime. Le Times avait même publié le rapport d'autopsie. Thomas avait trouvé cela très indélicat, surtout de la part d'un journal progressiste. Cette affaire annonçait un dilemme compliqué à résoudre pour le journaliste et plus généralement pour la presse à Londres. Celui de faire son travail discrètement, en respectant la parole de chacun et surtout le secret de l'enquête. Ou bien faire comme la plupart des journaux de l'époque, donner à voir tous les détails, quitte à virer vers le voyeurisme et le sensationnalisme. Il avait été coiffé au poteau par un journal concurrent sur le meurtre de Marianne Nichols. Il sait que son rédacteur en chef, même s'il est intègre, est lui aussi soumis à la pression de dégainer un scoop au plus vite. Et plus le scoop est morbide, mieux c'est. Pour le moment, Thomas, au-delà d'évoquer le meurtre, a surtout dénoncé les terribles conditions de vie qui sévissent dans l'East End, et à Whitechapel en particulier. Mais bientôt, cela ne suffirait plus pour battre des records de vente. Heureusement, l'inspecteur l'avait rassuré. Il est le premier journaliste à être mis au courant de ce 2e meurtre. Pendant le trajet jusqu'à la scène du crime, John Spratling explique à Thomas que Scotland Yard a été saisi. Désormais, un autre inspecteur plus chevronné, Frederick Aberline, est mobilisé sur cette affaire avec ses hommes. Cette fois, les policiers sont plus nombreux sur la scène de crime. Ils semblent aussi plus expérimentés. Cela ne va pas être simple pour Thomas de les convaincre de les interroger sur place. Il regarde autour de lui. En effet, l'inspecteur Spratling ne lui avait pas menti. Il est bien seul.
et ce qu'il voit est tout simplement terrifiant. Bonjour, je suis Florian Bayou. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le deuxième que nous consacrons à l'histoire de Jack l'Éventreur, un tueur en série non identifié qui a sévi dans le quartier de Whitechapel à Londres à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, je vous parlerai du deuxième meurtre sanglant de Jack l'Éventreur, de l'enquête du jeune journaliste Thomas Harding et d'une lettre qui va faire basculer l'affaire. Thomas se présente aux policiers et aux inspecteurs sur place. Les policiers sont tellement sous le choc de cette vision d'horreur qu'ils le remarquent à peine. Le journaliste voit, au fond d'une cour délabrée, le corps d'une femme allongée sur le dos. Elle a été égorgée, quasiment décapitée et mutilée. Ses intestins ont été extraits de son corps. Ces derniers sont enroulés autour de son épaule droite. Sur l'épaule gauche repose un autre organe et un morceau de chair qui ressemble à son nombril. Thomas ne peut que constater l'ampleur du désastre et un frisson lui parcourt l'échine. En attendant l'arrivée du médecin légiste pour procéder aux premières constatations, Thomas demande timidement à l'un des policiers sur place s'il peut lui poser quelques questions sur ce qu'ils ont pu observer sur les lieux. Alors, Frederick Aberline, qui a entendu la conversation, prend les devants, quitte à ce que l'information fuite dans la presse, autant que ce soit de sa responsabilité. L'inspecteur en chef n'est pas dupe. Il sait que, d'une manière ou d'une autre, l'information sur ce meurtre va faire la une. Alors, plutôt que de laisser ce scénario se produire auprès de journalistes à l'éthique douteuse, il consent à aider Thomas, qui travaille au sein d'un média qui prône les valeurs d'égalité et de progrès, fondé par l'illustre Charles Dickens. Frederick Aberline commence à évoquer les premiers indices que la police a mis en évidence. Un tablier de cuir, comme en portaient à l'époque certains ouvriers, se trouve aux côtés de la victime. Un foulard rouge, serré autour du cou de la victime, intrigue aussi les enquêteurs. En effet, ce dernier est immaculé, alors que la victime a été égorgée, signe qu'il a été placé après la mort de la victime. Un troisième indice attise la curiosité de Thomas. Près du corps, les policiers ont découvert un morceau d'enveloppe avec l'initiale M et une adresse partielle. 2 SQ, l'emblème du Royal Sussex Regiment, un régiment d'infanterie de l'armée britannique, y est également visible. Le cachet de l'enveloppe est daté du 28 août 1888. Est-ce que ce morceau d'enveloppe est tombé par inadvertance de la poche d'un militaire ? Ou au contraire, le meurtrier l'a-t-il placé là exprès pour brouiller les pistes ? Le mystère reste entier. Alors que le médecin légiste arrive sur les lieux, Thomas décide cette fois d'accompagner l'un des policiers sur place pour interroger des témoins potentiels ou simples voisins du lieu du crime, sur ordre de l'inspecteur en chef Aberline. Il doit faire vite. Le matin se lève et d'autres journalistes pourraient arriver d'un moment à l'autre. Alors qu'il s'apprête à faire le tour du voisinage, 2 femmes, en pleurs et en état de choc, s'approchent d'eux. Ce sont 2 résidentes de la pension de Crossingham, qui expliquent être proches de la victime et l'ont identifiée à la morgue. La nouvelle victime a désormais un nom. Annie Chapman. Grâce au témoignage de ces 2 voisines d'infortune, Thomas et le policier en apprennent davantage sur cette femme qui a perdu la vie si brutalement quelques heures plus tôt. Âgée de 47 ans, celle-ci était séparée du père de ses 3 enfants. La situation est devenue difficile pour cette mère de famille lorsque son mari est mort. En effet, elle n'avait à ce moment-là plus aucune source de revenus. Petit à petit, elle sombre dans la dépression et l'alcool et finit les dernières années de sa vie dans cette pension miteuse de l'East End à vendre ses travaux de couturière et occasionnellement ses charmes. Le meurtrier a encore frappé une femme sans défense, isolée, sans ressources et exposée au plus grand danger. Mais quel délire sadique anime donc ce meurtrier ? Pourquoi est-ce qu'il s'en prend à elle de cette manière, jusqu'à exposer leurs organes ?
Thomas et son acolyte policier frappent d'abord aux portes de la pension d'Annie Chapman pour essayer de retracer son emploi du temps de la nuit dernière. Le logeur, un homme peu fréquentable, leur explique qu'Annie avait dépensé son maigre butin dans l'alcool et qu'elle n'avait pas l'argent nécessaire pour se payer une nuit chez lui. Alors, vers 2h du matin, il l'a chassée manu militari. Personne d'autre dans la pension n'a vu Annie cette nuit-là. Alors, les deux hommes, perplexes face à un individu qui ne semble s'émouvoir de rien, poursuivent leur enquête et frappent aux portes voisines. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Après leur tour du voisinage, les deux hommes décident de se rendre à la morgue, qui n'est qu'à quelques centaines de mètres de là. Ils doivent comprendre le mode opératoire du tueur et voir si un indice ne peut pas les aider à arrêter ce fou sanguinaire. C'est le docteur Phillips qui est en charge de l'autopsie d'Annie Chapman. Ce dernier explique que la victime a été préalablement et partiellement étranglée avant d'être égorgée. Puis, celle-ci a été égorgée, a priori par derrière. Le meurtrier aurait paniqué, car la tentative d'étranglement semble avoir été effectuée à la hâte. Il n'a pas anticipé que la victime pouvait toujours crier ou alerter le voisinage. L'assassin a tenté de décapiter la victime, avec un couteau, mais il n'a pas réussi à séparer la tête du corps. Néanmoins, le meurtrier a ouvert la victime au niveau de l'abdomen et a sorti son intestin. De surcroît, le vagin, l'utérus et la vessie ont été prélevés car ils ne sont plus présents dans le corps de la pauvre suppliciée. Le rapport d'autopsie est glaçant. Le docteur Phillips émet l'hypothèse que le criminel possède nécessairement des connaissances anatomiques chirurgicales. C'est à partir de ces déclarations que va naître la thèse du tueur chirurgien ou du médecin fou de l'East End. Surtout, le médecin explique que ce meurtre est celui de Mary Ann Nichols, qu'il n'a pas autopsié mais dont il connaît le rapport, présente de fortes similitudes. Selon lui, il pourrait s'agir du même auteur pour les deux crimes. En cette fin du XIXe siècle, les termes de tueur en série ne sont pas encore utilisés et les méthodes modernes de profilage criminel n'existent pas. Il est donc compliqué pour la police d'enquêter à partir de la simple observation de la scène du crime et avec un rapport d'autopsie qui comporte son lot d'approximations. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors que le docteur Phillips termine l'autopsie, au même moment, toujours dans le quartier de Whitechapel, les choses s'emballent. Les policiers sont alertés par des débordements aux abords de la scène de crime. Quand les policiers reviennent sur les lieux, ils aperçoivent d'autres collègues d'un commissariat voisin en train d'arrêter un homme sous les huées des habitants. L'inspecteur Haberline n'avait pas anticipé les rumeurs qui commençaient à enfler dans le quartier pendant que l'autopsie était pratiquée. Les passants et habitants ont eu vent du tablier de cuir retrouvé près du cadavre d'Annie Chapman par le biais de journalistes moins scrupuleux que Thomas. Certains ont fait le lien avec un bottier demeurant près de Mulberry Street, un certain John Pitzer, qui a été immédiatement arrêté. À partir de là, le tueur est appelé tablier de cuir. John Pitzer est juif, ce qui entraîne des actes antisémites d'une grande violence dans les rues de Whitechapel. Thomas Harding remarque d'autres journalistes sur place, qui sont prêts à sortir le scoop. Le tueur fou de l'East End identifié, le bottier juif arrêté. Il est fou de rage. L'information risque encore de lui échapper. Surtout, cette arrestation précipitée pourrait compromettre l'enquête. Il faut que le journaliste agisse, et vite. L'enquête pourrait lui être retirée, et ça, Thomas n'en a pas envie. Il sait qu'il travaille sur une affaire hors norme, qui peut embraser la ville et faire ressurgir des tensions latentes entre les bourgeois, les ouvriers, les immigrés, les prostituées et la classe politique.
Il faut à tout prix mettre la main sur ce tueur fou et diabolique, mais il sait qu'il faut le faire méthodiquement. Afin d'anticiper une mauvaise réaction de son rédacteur en chef, Thomas décide de retourner à la rédaction du Daily News. Il explique qu'il a noué des relations stratégiques avec plusieurs policiers et inspecteurs, et que même si le journal n'est pas le premier à publier, il pourra être le premier à fournir un article détaillé sur tous les ressorts de l'enquête, plutôt que de faire du sensationnalisme sur des on-dit. L'échange entre les deux hommes est tendu. Le rédacteur en chef subit aussi la pression des actionnaires du journal, qui se plaignent que ce dernier ne se vend pas assez par rapport aux concurrents. Malgré tout, il salue le travail de Thomas et sait que ce dernier suit l'affaire de près. C'est d'accord, on attendra jusqu'au lendemain pour sortir l'enquête, mais pas plus tard. Alors, Thomas se met au travail. Il écrit son article pour alerter sur ces meurtres d'une violence inouïe et sous-entend qu'il ne croit pas à la thèse du bottier juif. Un meurtrier qui met autant en scène ses crimes et qui prend le temps d'éviscérer ses victimes ne laisserait pas un indice aussi grossier pour se faire attraper. Au contraire, il a l'intuition que cet indice n'est qu'un leurre, un objet qui a été mis là pour induire les enquêteurs en erreur. Whitechapel a affaire à un tueur méticuleux. Quelques jours après l'assassinat d'Annie Chapman, une lettre va venir bousculer toutes les pistes suivies par les enquêteurs. Le 29 septembre 1888, elle arrive à Scotland Yard. Écrite à l'encre rouge, celle-ci commence par la mention « From Hell », depuis l'enfer. Les enquêteurs la lisent. « Cher patron, maintenant ils disent que je suis juif. Quand apprendront-ils? Vous et moi connaissons la vérité. Attrapez-moi si vous le pouvez. » La lettre est signée « Jack l'Éventreur ». Le cauchemar de la ville a désormais un nom. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Marie-Lou Economou et réalisé par Julien Roussel. Dans le prochain épisode, je vous raconterai la suite de cette histoire, en évoquant les 3e et 4e meurtres de Jack l'Éventreur et la psychose généralisée qui s'installe dans la ville de Londres. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur vos applis de podcast préférés.